Salut à tous, les mecs, aujourd'hui grâce à Sebounet et à Tonton Luffy, nous avons ici un Kraton 4S. Ça, c'est un engin qui me laisse un peu perplexe. Donc basé sur le 3S, donc transmission full plastique, plastique aborto, plastique cardan, partout. Même si je suis un grand fan du plastique, surtout au niveau du châssis par exemple. Quand c'est bien fait, évidemment, avec les nids d'abeilles et les renforts qu'il faut. Pas de crainte au niveau des tourelles de suspension, parce que le 3S, ils ont vraiment assuré, ils ont fait du super boulot. Et donc je suis un peu perplexe en 4S quand même, niveau de ce que ça peut encaisser en puissance. Et l'autre truc, c'est évidemment le prix. On a ici 420-450 €, c'est le prix du Typhon 6S. Et on a le gabarit du Typhon. Perso, je pense que Arrma aurait mieux fait de prendre la base du buggy Typhon avec des élargisseurs ou des roues à gros déport un peu plus grosses pour transformer le Typhon en gros truggy 1/10 4S, mettre un Vario 4S, garder le moteur 2050 kV, ma foi. Voilà, ça aurait été, je pense, perso, une meilleure solution que ça. Mais il s'est avéré pour l'instant que la base du 3S et du 4S tient le coup. Beaucoup de gens sont ravis. Certains ont cassé les châssis là-dessus sur les vidéos, mais faut voir ce qu'ils ont balancé avec. Ils ont pris cet engin pour un HPI Savage ou un Serpent MTE. Résultat, n'a pas tenu. Ce que je n'ai pas fait attention, donc, comme c'est un engin qui ne m'intéressait pas spécialement à la base, c'est la motorisation et le choix du Vario qu'ils ont fait. Et on va le découvrir ensemble. Un point de plus qui me laisse perplexe sur cet engin. Mais il y a plein de choses positives, et je dirais qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Ce qui me rassure le plus, c'est le retour de tous les abonnés qui sont contents avec cette machine. Ce que certains évidemment reprochaient qu'il y avait les engins plus gros en 6S, en 1/8, c'est pas un reproche qu'on veut faire à l'engin, c'est la raison pour laquelle aussi je ne roule plus en 1/10. Une fois que tu as goûté au 1/8, 1/7, quand tu es habitué à la masse en mouvement, l'inertie au sol, que tu as la motricité, ces petits engins qui sont légers, qui gambadent un peu plus, te paraissent fades à rouler en fait. Tu as l'impression que tu passes pas la puissance par terre. Surtout qu'ils nous ont mis là les vieux Mohawk ou Minahawk comme ils s'appelaient, ces pneus là, qui sont vraiment pas géniaux. Je préfère largement les pneus du Kraton V4. Et je pense que ça aurait été un meilleur choix de la part de Arrma de monter ici les pneus un peu plus performants en motricité. Mais comme toujours, quand tu montes la motricité au niveau des pneus, la transmission souffre, le moteur galère plus. Et c'est la raison pour laquelle, principalement, dans les kits RTR, tu n'as jamais de pneus qui accrochent vraiment à mort. La boîte, dans le style classique Arrma mixé à Horizon Hobby, plein d'indications dessus, 50 mph, ça fait à peu près du 70 km/h en 4S, ce qui semble convenable, pas exagéré comme certains, n'est-ce pas? C'est pas bien d'exagérer sur la vitesse. Les mêmes indications que sur le 3S, donc on a des pignons à taille droite dans le différentiel, ce qui est très endurant. Ceux sont en métal, couronne par contre en plastoc mais avec des dents immenses, pignon d'attaque en plastoc avec des dents immenses. Les roulements, point de vue taille, ça va, et comme dit, moteur Vario, on va y arriver. Amorto full plastique, mais avec des protections de tige. Moi j'ai rien contre des amortos plastiques quand ils fonctionnent bien. Le meilleur exemple, Team Magic et l'Ozi. Les amortos Team Magic du E6, plastoc increvable, jamais changé en plus de 2 ans de roulage. Et l'Ozi c'est pareil, ce qu'on trouve sur les Tenacity, les amortos sont absolument excellents. La bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'ils ont des dimensions d'amorto 1/8. Donc ça on verra quand on les aura en main. Arrêtez de loucher les cartons. Quand on les aura en main. Ce que j'apprécie aussi toujours de Arrma, les clips fixés à la carreau. Ne vous servez pas de ces machins pour enlever les clips, vous allez les déchirer. Il faut pousser les clips, il ne faut pas tirer sur le caoutchouc. Petite protection très simple pour, en cas de retournement, éviter de frotter sur le clips. Meilleure solution aurait été de faire une carreau avec une encoche, à l'image de Proline, où le clip serait à l'intérieur de l'encoche pour éviter le pommier. Ça, c'est vrai que ça fait un peu moche, on dirait 2 trous de naseau. Ensuite, les goûts et les couleurs, comme toujours, on y reviendra tout à l'heure. Notice, tout comme le 3S, ceci n'est pas une notice, c'est juste une explication succincte à la Ikea, monolangue, c'est-à-dire il n'y a pas de langue, c'est par étapes, pour sortir et accéder au slipper.
Un éclaté rapide avec les références dessus. Évidemment, ça fait des frais en moins pour le constructeur. Mais à 420 € pour un engin comme ça 4S, je pense qu'ils auraient pu faire un effort. Évidemment, notice en plusieurs langues de comment se servir du matos. Et voilà. Radio. Chez Arma, tu ne reçois pas la DX2 avec l'AVC, tu reçois la radio STX2. Mais je l'aime bien. Je la préfère même, je dois dire, à la DX2E Mega Chip. On l'a bien en main, cette petite radio. Elle est précise, évidemment, tout plastique. La roulette est en plastique, il n'y a pas de mousse dessus, etc. C'est pas grave, hein, tu peux te mettre ta mousse toi-même. Et ce qui me plaît, ce sont les fonctions simples, véhicule RTR pour débutants, ou gens qui ne roulent pas souvent, ou pas trop, c'est sûr, c'est pas de la compète, hein, c'est pas pour les gens qui demandent un max. L'interrupteur de puissance 50 à 100%, qui est pour moi un peu étrange, puisque c'est bien d'avoir fait ça, mais on a ici un dual rate pour régler la puissance maxi, enfin le débattement maxi de la direction gauche-droite instantanément, et on a la même chose pour les gaz. Si on a ici un potentiomètre pour aller à 0, ceci ne sert à rien. Parce que même à 100%, ton potard ici au mini, tu n'avances plus. Donc celui-ci ne sert pas à grand chose. Ils auraient pu par exemple mettre celui-ci uniquement sur les freins et faire la fonction de bride sur les gaz uniquement sur la marche avant, et ici pouvoir laisser les freins à fond même quand tu diminues, parce qu'il y a un truc qui est un peu chiant, c'est quand tu diminues ta puissance à 50%, ton frein aussi, ta marche arrière aussi, et à un moment ça freine quasiment plus, c'est un peu dommage. Inversion, trim un peu, quand même beaucoup mieux visible que sur la vieille radio Arma, et surtout on est mieux en main, on peut dire ce qu'on veut, on a cette radio mieux en main à niveau direction gaz que la radio Arma. Hein, donc déplaise aux fans Arma, ne préférez pas un truc parce que c'est dû à la marque. Hein. C'est comme les gars qui se tapent dessus parce qu'ils portent des chaussures Nike ou Adidas, arrêtez d'être cons, c'est que des baskets. Ça sort de la même usine et ils ont juste changé le logo et puis ils t'en tuent bien ce prix derrière. RC, ça se passe pareil. Oh, j'ai Mani. Oh. Voici le bestiau. Ah, tu le vois pas. Bouge pas. Grâce à par un passe-partout. Hop. Voilà. On est un petit peu mieux sur la hauteur. Le Kriton V4. Le look, comme dit, on aime ou on n'aime pas. Je ne suis définitivement pas fan de la carreau du Kriton parce que la cabine est trop petite, trop étroite, raplatée à mort. Et sur cette version 4S, c'est encore plus court. En fait, c'est à l'arrière que ça me pose problème. Ici, c'est pas assez long. Ou alors, le capot est trop grand par rapport au cul de la voiture. Ça fait un peu bizarre. Bon choix des couleurs, par contre. J'aime beaucoup cette nouvelle déco. Ils ont fait super. Ils ont rapetissé aussi l'aileron. Du coup, l'aileron paraît trop petit par rapport à la carreau. Mais j'aurais bien vu cet engin avec l'aileron de la taille normale du 1/8, par exemple. Il y a la roulette qui est livrée avec d'origine, qui est flexible, qui peut bien se comprimer. Par contre, elle a du mal de l'autre sens. Hein. Si tu tapes par là, possible qu'il y ait de la casse. Utilisateur chevronné de ces petits Arma, dites-moi ce que cette roulette encaisse ou pas, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir si elle vaut le coup ou pas. L'aileron flexible Arma, génial. Ça, super boulot. Là, il surpasse beaucoup d'autres fabricants. Et ce que je préfère, ça c'est quelque chose que j'aimerais même voir en 1/8, les mecs, honnêtement, ce sont, vous allez mieux le voir quand on va enlever la carreau, les tourelles d'amorto. Génial. Pneumatique, comme dit, merdique. Mauvaise sensation de mousse, après elles sont légères, elles sont pas chères. Traction moyenne. Fixé non pas par un exact 17, ici, enfin c'est du 17 normalement, on va enlever la roue pour le voir tout à l'heure. On va le faire tout de suite, allez, on va se le faire tout de suite. En plus, on va faire la version gros bourrin, on va sortir l'outillage avec les petits embouts qui vont bien, bougez pas. Est-ce que j'ai la bonne taille en main? Yes! Voilà, je t'ai enlevé la roue. Donc, ça vient de chez HPI. C'est l'écrou qui est en une pièce avec la rondelle cannelée et ça tombe bien, ça je peux m'approcher, hop, la rondelle cannelée et la petite cale qui va dans la jante, parce que, regarde,
Ceci est une simple jante de 1/8 normale. Alors pourquoi aller faire ça au lieu d'un Exa 17 normal? Tu vois, là tu es bien en 17. Faudrait comparer la taille de ceux-là par rapport aux versions montées sur les 1/8. Ça peut être sympa sur certains engins où tu veux un peu des roues pas trop grosses et pas trop lourdes. Ce que je reproche le plus à ces écrous, c'est que ce sont des écrous et c'est pressé en une pièce et souvent en fait les pans sont mal faits. Donc là il faut du bon outillage pour les enlever, sinon tu as un souci avec, c'est clair. Avant d'attaquer la mica, on va enlever la carreau. La carreau, donc, comme toujours chez Arma, avec un minimum de protection à l'intérieur. Bien, le Lexan, la qualité, on pourrait avoir un peu mieux. Après, selon le prix, on ne peut pas tout avoir. Là, maintenant, comme dit, pour ce prix, j'aurais aimé un peu mieux. À l'intérieur, pas de surprise, c'est le Nero 3S. Tout simplement. L'anthrax doit coller. Nous allons vérifier ça grâce à Probo d'IRC. Les mecs. Pour ceux qui sont intéressés, bougez pas, j'arrive. Au passage, Probo d'IRC nous a livré 3 carreaux de Arma Granite et du Nero Pigrock 3S ou MT Indice Anthrax long. Et tu vois, on est un petit peu plus long. On est plus long que le Arma 3S BLX. Néanmoins, la carreau pourrait parfaitement se monter. Tu vois, si tu veux garder dans le look truggy, on découpe l'arrière, on descend ici. Évidemment, il va nous faire les carreaux de Kraton 4S, vous en faites pas. Et on a aussi, on va profiter de ça pour vérifier autre chose. Bougez pas. Voilà. Ceci est la carreau du V4 1/8. Ceci est la carreau du 4S. Tu vois, on n'est pas beaucoup plus long sur le 1/8. La largeur, c'est pareil. On est un poil plus large, 1 cm. Ce qui me fait dire que en coupant l'arrière ici, regarde, cette carreau, ouais, ça va être peut-être un peu trop large, on risque de frotter selon la hauteur de montage. Donc on pourrait adapter une carreau de Kraton 1/8 sur cet engin. L'anthrax ne dérangera pas du tout. Il faudra juste voir la largeur. À la limite, bon, pour la largeur, on trichera peut-être on coupera ici l'ergot supplémentaire des ailes. Ouais, tout simplement, c'est possible aussi. Ça, vous avez des idées de ce qu'on peut faire avec ces carreaux. Retour sur l'engin. Transmission principale en plastoc. Mais ça tient, m'ont confirmé les utilisateurs, pas de problème. Ils ont eu la bonne idée de mettre un roulement ici en plus sur le palier central. On a les roulements non étanches Arma mais qui font du très bon boulot. Comme dire, en moyenne, ces roulements te tiennent quand même une bonne année si tu fais gaffe. À ne pas faire évidemment, c'est après chaque run, laver la voiture, juste la souffler, la huiler. Faites ça quand même le moins possible, hein. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois en vidéo. Je lave mes véhicules, mais après le lavage, comme ça, elle est mise en pièces, y compris les joints des roulements. Ça, ce sont des parois double Z, donc métalliques, donc tu ne peux pas ouvrir ton roulement. Il est nécessaire d'utiliser par exemple des petites huiles spéciales roulement à billes, très fluides, que tu poses ton roulement, tu mets l'huile dessus et elle va tranquillement passer à travers. C'est la seule chose que tu peux faire. Électronique, on a le cerveau dedans, à voir si c'est le 9 kg ou le 15 kg du 1/8. Est-ce qu'on a quelque chose sur la boîte à ce sujet? Comme d'habitude, je tiens à préciser que la vidéo n'a pas été préparée à l'avance, j'ai pas passé 3 jours à apprendre toutes les specs par cœur, et au plaisir, nous avons le 15e. Cerveau 15 kg dans un engin de 3 kg et des brouettes, ça me semble pas mal. Hein, avec la batterie KS, on doit quand même arriver à 4 kg. Et arriver à ces 4 kg, c'est là que je ne comprends pas ceci. Étrangement, Traxxas fait la même boulette sur le Traxxas Max. Moteur 36 par 70 en 2400 kV. Avec un Vario 4S absolument rikiki. C'est plus petit que les VPS C8 120 A.
On dirait vraiment un Vario 3S qui a été boosté à 4S. Après, avec les nouveaux composants électriques, c'est plus petit, mais niveau chauffe, par contre, ça doit dégager un max. Évidemment, pour que le Vario puisse encaisser la puissance, ils ont rajouté des condos ici. Je préfère personnellement vraiment un Vario mieux calculé à la taille. On aurait par exemple pu utiliser, évidemment c'est pour des questions de coût, hein. Ça doit valoir 3 fois rien. Parce que, regarde, où est-ce que je l'ai? Bouge pas. Hop là. Voici un Vario Max 10SCT RTR, par exemple le Team Magic. Et regarde, tada, c'est quasiment le même, il est un poil plus petit, donc on pourrait dire que c'est un Quick Run en fait, à la place d'un Max, à voir le système de coupure qu'il y a dessus. Pas besoin de condo supplémentaire, il encaissera. Mais avec les calculs de la machine, c'est sûr, on va tirer quand même fort sur le moteur. Et là, c'est là que j'ai besoin du retour d'expérience des pilotes. Dites-moi ce qui vous arrive niveau température. Arma par contre a eu la bonne idée de faire de série un radiateur. Ça, c'est super cool. Très bonne idée. Personnellement, pour un engin de 4 kg, j'aurais préféré un moteur diamètre 40, même un 40-68 en 4S, genre au Bwing 40-68 par contre, par exemple 2000 kV, avec un variateur 4S adéquat, pour être vraiment tranquille. Évidemment, avec un moteur 36, c'est un tout petit peu moins de puissance, donc moins d'efforts aussi sur le véhicule. Comme la transmission en plastique, je dirais que c'est un bon choix. On n'est ni trop puissant pour le véhicule, ni trop mou pour qu'on s'ennuie avec. Mais encore une fois, si tu compares ton Buggy 1.8 au même prix en 4S, qui lui fonctionnera avec un combo plus puissant et qui pourra l'encaisser, hein, c'est vraiment entre les deux mondes pile poil. Après, évidemment, c'est une question de look et de ce qu'on aime faire ou pas. Gros avantage de tout ce plastique, quand on bâche, ça fait moins mal. Grosse protection latérale pour éviter de trop projeter de saleté avec les roues à l'intérieur. Il y a quand même des choses qui rentrent. Et le gros point faible de cette machine, c'est ce qui va se caler ici. Regarde, on a la preuve en image, tu vois. Tu as les saletés qui se coincent ici entre le radiateur moteur, le cardan. Ça usine le cardan ici, ça amoche le radiateur et le moteur. Et ici, carrément, tu vas bouffer jusque sur la noix d'entraînement. L'idéal est donc de rouler avec un filet par-dessus. Et tu vois aussi le nid d'abeilles ouvert ici. Ceci devrait être fermé, qui se remplit de caillasse. Solution évidemment très simple pour tout le monde, c'est d'y mettre du mastic. Pas quelque chose de dur. Ne mettez pas de la résine, quelque chose qui durcit. Vous allez enlever l'effet du nid d'abeille qui reste un minimum flex. Remplissez ça avec par exemple du mastic de cuisine ou n'importe quoi. Faites ça bien plat. Du coup, on gardera le flex, mais on n'aura plus toute la saleté qui va se carrer dans tous ces nids d'abeilles. Hein. Il y en a aussi sous la transmission. Ça nécessite évidemment de démonter l'engin. On a la barre de renfort qu'on voit aussi sur les 1/8. Très bon choix. Ce qui est génial, évidemment, c'est que cette barre peut être achetée au détail et que tout le monde peut tranquillement la monter sur son engin. Autre chose, regardez, elle a un filetage. Tu vois, regarde, je peux augmenter la tension de ma barre centrale. Tu vois, là, elle est tendue. Et là, comme il y a du filetage partout, on peut détendre, à voir ce que c'est que ce système de fixation. Alors là, ils ont mis un excellent. Tu vois, ça c'est le genre de truc qui fait plaisir. On a ici un cylindre bloc sur cette barre. Elle peut donc encaisser les coups. Elle a un minimum de flex quand même. Ça c'est super. Ce que j'apprécie énormément de la part de Arma, c'est un des rares constructeurs qui fait ça. Sur les plots de carreaux, il y a de vrais plots pour poser le Lexan dessus pour ne pas déchirer la carreau systématiquement. Il manquerait plus qu'il nous livre d'office avec la même taille de rondelle pour mettre au-dessus avec le clips, et là on serait au paradis pour une version fixée avec clips. Évidemment, comme Traxxas a breveté son système de verrouillage, pour les autres c'est un peu chiant, on peut pas dire autrement. Pour nous, on doit se dire, après on fait ce qu'on veut. Là-dessus, tu n'auras aucun problème pour te fixer une barre ici, fixer un L dans la carreau et aller t'amuser à te glisser la carreau dedans et ne mettre que les clips arrière par exemple. Ce serait très bienvenu aussi, évidemment. Amorto, donc 17 mm plastoc,
pour des raisons d'économie, 4 fois les mêmes, il me semble. Là aussi, on va vite mesurer pour s'assurer de la chose. Après, s'ils n'ont pas mis 4 fois les mêmes, je comprends pas, parce que ils auraient pu mettre 4 fois les mêmes. Sur ce type d'engin, ça poserait pas de problème du tout. On a à l'avant un 105 et on a à l'arrière, qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Un 120. Donc ils sont plus longs à l'arrière qu'à l'avant. C'est un engin 4x4 avec des grosses roues. 4 même amortos serait à l'air merveille. Les ressorts un peu plus courts que l'amorto. Il y a donc des grosses bagues de calage qui sont d'office montées avec, plus ensuite des clips pour changer la prétention sur les ressorts. C'est très bien, les clips c'est simple, t'as pas besoin de réfléchir. Le problème du filetage, évidemment, surtout sur un amorto plastique, c'est que le filetage, quand il est plein de saleté, quand tu vas forcer ta bague dessus, tu vas foirer le filetage et il risque en plus de décranter. Donc, on a parlé de l'électronique. Pour moi, pas le meilleur choix, pas mauvais non plus. À voir à l'utilisation ce que ça donne. Très bon choix pour les fixations de carreaux qui sont souples et bien protégées ici avec ces grosses coupelles. Les tourelles à morteau qui sont un must-have. Ça veut dire tout simplement les autres copier. Hein. N'hésitez pas. Évidemment, c'est pas Arma qui l'a inventé. Il y a plein d'autres qui ont fait ça avant. Tamiya et d'autres. Ce qui est super, c'est que si on avait même ça sur des buggy 1.8, les amortos seraient couverts, protégés. Tout simplement, c'est pas plus laid que la tourelle avec l'amorto devant. C'est relativement discret. Ça pourrait être même un peu plus large pour couvrir les capuchons d'amorto, que ça ferait super bien le travail. Pare-choc avant, là c'est un peu dommage, un peu ridicule. Évidemment il encaisse, mais on est quand même vite avec les chocs sur le châssis. On aurait aimé un pare-choc plus large, avec aussi une bande avant pour protéger mieux, parce qu'on a toujours ce souci sur beaucoup d'engins, c'est que la fixation basse de l'amorto est hyper exposée. Quand tu es en train de braquer, c'est quelque chose qui arrive ici, tu tapes en plein dedans. Je suis vraiment pour les bras de suspension qui passent devant ici l'amorto, parce qu'en plus on a plus de matière sur le bras de suspension plus solide, on n'est pas vraiment plus lourd, et quand on tape sur le dessus du bras et pas tout de suite sur l'amortisseur ici au niveau de la rotule. Les biellettes, les rotules, tout est en plastique à l'intérieur ici. On a une tige d'amorto qui doit faire du 3 mm. Après, comme tout est en plastique autour, au niveau flex on est cool. On a 4 mm, on a une tige de 4 mm, c'est excellent. Donc je pense que tu vas casser le plastique de l'amorto avant de plier la tige. L'engin n'est pas trop lourd, donc 4 mm c'est cool. Triangle de suspension. C'est aussi lourd qu'un 8 quasiment, équipé avec la batterie, peut-être un tout petit peu plus léger. Les bras sont quand même plus petits, mais ils ont l'air d'être bien faits. J'ai vu un paquet par contre de gens qui ont eu des soucis avec la casse des bras avant. Je pense essentiellement parce qu'ils sont vraiment très exposés au choc ici, et qu'on n'a pas une grosse surface de portée là. Donc là vraiment le supplément ici de plastique avec une partie en plus prise par exemple sur l'axe ici, je pense que ce serait bienvenu. Évidemment RPM ne va pas se priver de nous faire quelque chose. En un huitième, un dixième, les RPM sont vraiment plus solides. Laissez tomber le RPM pour les engins lourds, ils ne maîtrisent pas. Les engins lourds, c'est définitivement pas au point chez RPM. Châssis plastique, donc tu es tranquille, tu peux rayer à gogo, tu risques rien. Les skids sont ajoutés sur l'engin, relativement durs. On aurait bien vu des skids un peu plus volumineux, peut-être rainurés. Évidemment, ils n'ont pas voulu trop copier Traxxas pour ne pas se retrouver avec des problèmes d'avocat au cul, c'est clair. L'avantage d'avoir des skids un peu plus gros, un peu plus larges, un peu plus moelleux ou rainurés, c'est qu'ils encaissent évidemment mieux les chocs portés à la cellule, qui ici se répercute par contre très vite sur le châssis. Mais comme il est soutenu par cette superbe barre ici, ça devrait bien se passer. Cardan, celui-ci a déjà tourné et ça j'aime bien. C'est pour ça que je préfère faire en fait les présentations d'unboxing avec des engins occasion les mecs. Plutôt que du neuf. Sur du neuf tu stipules. Ce neuf, évidemment, tu as l'avantage d'être un des premiers à l'avoir quand tout va bien, mais ça ne sert à rien d'être le premier et ça ne m'a jamais préoccupé d'être le premier. Il y en a, ils se battent pour ça. Les cardans plastoc qui ont l'air d'avoir parfaitement encaissé l'utilisation de la machine. On n'a pas la moindre ovalisation, les axes dans le plastique sont tout petits. Ça, c'est toujours un peu le point faible, puisque cet axe va rapidement bouffer le plastoc, prendre du jeu, s'ovaliser, et là ça a l'air d'aller. Évidemment, l'avantage du télescope,
reste indéniable en tout terrain pour avoir un méga débattement. Ici, on a un bon débattement avant. Comme dit, ça serait sympa. On aurait été bien avec 4 amortos de la même taille pour avoir plus de débattement devant. Puisqu'on est plus ici sur un base vraiment bâche machin. Ça aurait été sympa. Ouais, on est pas mal du tout. En plus, on pourra remplacer facilement ces amortos par des amortos de buggy standard. Et on va profiter de là où enlever la roue pour voir. Regardez-moi ce moyeu ici, ce porte-fusée bien volumineux, du bon gros plastique, bien rainuré. Ça a l'air solide et un truc rigolo sur l'entraînement. On a ici un BTR qui tient. Ça ne traverse pas l'axe, puisque évidemment si on perce un axe comme ça, c'est l'erreur qu'a fait HPI sur le Savage. Si tu perces un axe comme ça, il est fragilisé puisque tu enlèves la moitié de son diamètre. Eux, ils ont laissé ça, et en plus, il est cannelé. On a des cannelures ici, et on a l'hexagone qui va sur des cannelures. Alors, bouge pas, on va vérifier ça. Alors, petit vis qui tourne. Oh, vous en faites pas, j'ai mis une batterie fraîche dans la caméra, on a tout notre temps. Voilà. Ah bah si, regarde. Ils ont... Ah ça c'est marrant. Regarde, ce d'hexagone 17 de Savage, il y a juste l'empreinte devant qui est différente. Acier pressé à froid aussi. On a économisé de l'acier ici en laissant des creux, puisque c'est largement assez solide pour entraîner la roue, c'est pas un problème. Et on a une sortie de cardan qui est cannelée quand même. C'est pas de l'acier plein, ils ont cannelé, donc ils ont encore économisé du pognon ici sur la quantité de ferraille de la sortie. On a du coup que quelques points de pression sur roulement, pas un cylindre complet. Ce qui fait que la saleté peut passer en dessous, derrière, et se fourrer derrière le roulement. Hein, tu vois déjà là qu'on a un peu de rouille sur le roulement. Ça ne le dérange pas, évidemment. On profitera pour le nettoyer. On a un axe qui traverse le tout. On a donc bien une tête de cardan qui est fragilisée. Après, comme on roule avec des pneus relativement soft, ça ne devrait pas poser de soucis. Très bonne initiative par contre de Arma d'avoir mis un petit BTR ici pour le verrouiller. Sur HPI Savage, l'hexagone se casse la gueule quand la roue part. Je suis... Alors ça c'est marrant. Attention, je vais vous le montrer à la caméra, je vais réessayer vite moi là, parce que là moi je le vois bien. Ah ouais. Ah ça c'est couillon. En fait, quand tu serres le BTR, regarde là on est bien centré. Mais tu vois que l'hexagone il se balade sur l'axe parce qu'il n'est maintenu que par des petites rainures. Regarde quand je serre le BTR, l'hexagone se met d'office un peu de travers sur la sortie de cardan. Évidemment, c'est pas un problème, la roue va encaisser la différence de voilage et le pneu le reste. Mais je vous le montre sur cette roue, c'est pour ça que je la remonte. C'est serré. Attention, hein, ça se règle en couple. Et ouais, on a un voilage, mais c'est pas très grave, ça va se couler à l'accélération, mais ça va se faire tout seul, c'est pas un problème. À l'avant, on n'a pas de rotule, comme sur les 4S, sur les 6S, on a un porte-moyeu, ou si tu veux, un porte-moyeu et un porte-fusée. Porte-fusée, pardon, porte-fusée et le moyeu, ou le porte-porte-moyeu, appelle ça comme tu veux, tant qu'on se comprend quand tu as une panne, c'est pas un problème. Toutes les biellettes à pas inversées, ça c'est bien. Comme ils ont tout mis plastique, le choix de ces biellettes est un peu marrant. Ils auraient parfaitement pu laisser toutes ces biellettes non réglables en plastique, bien flexibles, ce qui permettrait à l'engin d'encaisser aussi des grosses gamelles, les roues pourraient se flexer dans tous les sens. Donc vu que tout est full plastique, le choix de ces biellettes est assez marrant. Honnêtement, full plastique aurait été très bien. La direction fonctionne très bien sur ces engins, on verra ce que ça donne niveau motricité. Sur le 3S, comme dit, si vous voulez bien voir la différence, vous regardez la vidéo du Nero 3S et la vidéo du Losi Tenacity. Les pneumatiques sont quasiment les mêmes.
vous verrez que le Tenacity est clairement plus à l'aise dans le tout-terrain, que l'Aussie maîtrise beaucoup mieux les anglages. Si, on peut inventer ça, hein, pourquoi pas, hein, on s'en fout de l'orthographe, donc on peut aussi inventer des mots. Donc l'anglage de la chassimétrie, et qu'ils arrivent mieux à amener la motricité au sol. Après c'est pas très grave, c'est un engin de loisir, on veut s'éclater avec. Nous allons donc faire un essai. C'est pas moi qui le ferai, cet engin appartient à parrain tonton Luffy. Oui, tonton Luffy, parce que grâce à lui, nous avons ici Axel Wright qui nous a offert, lequel on va aussi faire certaines choses encore. Donc c'est lui qui va piloter, quoique c'est un occasion, hein, je peux un petit peu le massacrer d'abord. Je dirais non, il n'est pas arrivé à un super état. Non, vous en faites pas. Je vais évidemment lui demander l'autorisation. Si je peux faire moi l'essai préliminaire sans y aller comme un détraqué, parce que c'est pas ma machine. Bac à batterie aussi, petite parenthèse sur la bac à batterie. Comme dans le 3S, ici, tu as des petites cales de réglage que tu peux enlever ou laisser pour permettre de mettre un accu plus long ou plus court. Avec le même reproche, on a beaucoup de place ici vers l'avant, donc on aurait pu laisser un bac de toute la longueur du châssis, ce qui permettrait vraiment, par exemple, sur du terrain où on a une faible accroche de l'avant, quand on s'ouvre à mort, de vraiment basculer la lipo vers l'avant pour profiter d'un maximum de traction du train avant, pour ne pas abandonner. Après, c'est du 4x4 permanent, il n'y a pas de diff centrale. Il y a un slipper qui se règle ici à l'intérieur. Ça, c'est un peu dommage. Ce réglage est un peu... c'est simple parce qu'il suffit d'enlever l'axe, mais tu es quand même avec ta petite clé à laine dedans. S'il y a de la saleté à l'intérieur, tu n'arrives pas dedans. Donc ce réglage de slipper est vraiment pas optimal. Ça fait le travail, vous en faites pas. Méfiez-vous aussi, ceux qui roulent dans le gros méchant tout-terrain. Ces boîtes ne sont pas étanches du tout. Le sable passe dedans et va te laminer les pignons. Ça tient quand même un moment, c'est l'avantage du plastique. On a un gros flex à ce sujet-là, c'est pas un problème, les graviers passent entre les dents, font leur petit chemin et ça se passe bien en général. Au passage, je me suis perdu sur un point que je voulais ajouter à l'instant. Ah, oui. La suspension. La suspension, chez Arrma, comme chez beaucoup d'autres constructeurs, étrangement, je ne sais pas si c'est parce qu'Arrma ne fait pas de compétition. Après, ils testent leurs engins quand même, donc c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. La suspension avant est beaucoup plus molle que la suspension arrière. Résultat, le véhicule, quand tu es dans le tout-terrain, chaque atterrissage, tu défonces le nez de la bestiole, et dans chaque ornière, le cul de la machine décolle, parce qu'il ne peut pas encaisser, il est trop raide. Eux, ils s'imaginent tous qu'on atterrit tous comme ça. Donc on amortit fortement et ensuite on a moins de poids sur l'avant et on repart. Alors que dans la plupart des cas, quand même, on arrive comme ça. Évidemment, comme tu es en train d'avancer, ça suffit. Mais quand tu tapes des cas de fer, là tu as vu, regarde déjà de cette hauteur-là, j'ai le châssis qui tape devant et pas derrière. On est trop ferme derrière et pas assez devant. C'est dommage, c'est pas 4 amortos de la même longueur. Donc ce que moi je vous conseille personnellement, de mon expérience, d'après la façon dont moi je roule, déjà là on voit autre chose, c'est que le châssis est plus haut devant que derrière malgré les amortos plus courts. Donc on aurait pu avoir, vu qu'on a des cardans télescopiques, d'autres points d'ancrage ici dans la suspension qui nous permettraient d'avoir plus de débattement derrière, de monter un peu devant, parce que là ça nous fait une méga garde-sol ce machin, c'est génial avec ces grandes roues. Il sera plus à l'aise dans le tout-terrain que le MT-10, ça c'est sûr. Donc de vider les amortos avant dans un petit récipient, de prendre l'huile de l'arrière, de remplir les amortos avant, un après l'autre, tu en vides un, tu vides l'autre, et ensuite tu vides une partie de l'autre. Ensuite tu te divises le reste d'huile qui reste dans tes deux amortos et tu rajoutes l'huile avant à l'arrière, que tu as récupéré. Si tes 4 amortos sont pleins, il faudra peut-être rajouter une goutte, tu as fait un mélange, c'est pas grave, mais le tout c'est que moi je préférais que ceci soit l'avant, tu vois, et ceci l'arrière. Pour mieux taper, ça évite aussi ceci dans le virage, la roue arrière qui décolle et tu perds la motricité. C'est rigolo sur une rallye, je règle comme ça sur les rallyes, parce que c'est comme ça que je tournais. Sur un tout-terrain qui glisse déjà beaucoup de l'arrière, en général c'est un problème puisque tu vas vite décrocher de l'arrière, tu vas vite foutre le camp d'arrière. Après évidemment chacun son style de conduite, hein. Mais moi par expérience dans le bash, je peux vous dire que c'est bien mieux d'avoir de l'huile plus dure devant que derrière. Au niveau des diffs aussi,
Ils sont méga détendus, c'est pas un problème puisque tu n'as pas de diff centrale, donc la puissance comme ça peut bien s'évaporer. Vous avez un slipper ici qui va donc encaisser les amorces et les atterrissages aussi sur les 4 fers. Ça va glisser un petit coup là-dedans pour ne pas endommager le moteur et la transmission. Préférez quand même toujours atterrir sur un train après l'autre, que ce soit de ce sens ou de ce sens. Et l'idéal, c'est d'atterrir un petit peu de travers. Ça, c'est plus compliqué à faire en général. Mais là, les diffs peuvent vraiment évaporer la puissance jusqu'à ce que tu aies tapé les 4 autres fers. Tu n'as plus rien qui arrive en choc au niveau de la transmission et du moteur. Ceci est évidemment un combo Hobbywing. Un moteur Hobbywing qui est un très bon choix. Et 2400 kV avec ce petit variateur. Regarde. Regarde. Hop. Ceci est le combo du DB8 SL 2750 kV. Ils ont mis des kV un peu plus haut, l'engin plus léger. Le moteur est plus petit. On est un peu plus court, mais le vario, t'as vu, hein, ça y ressemble quand même fortement. Donc comme ce moteur est un peu plus long, on va vite mesurer quelque chose. Ceci est un 3660 et je confirme la taille de celui-ci qui est bien, c'est un 36, c'est un 36, hein, ils ont été un peu généreux sur les dimensions sur le carton, c'est un 3667. Donc, le Max aura un moteur un peu plus gros que ça, à peine, mais il fait 4,5 kg. Imaginez-vous un buggy de compétition avec un combo comme ça dedans. Même les compétiteurs, ils vont se foutre de votre gueule. Même s'ils trouvent que nous, on roule avec des combos surdimensionnés et complètement maboule en bâche. Si tu leur dis que tu vas passer en 3670 2400 kV dans ton buggy de compétition 4 kg, ils vont se poiler, ça c'est certain. Voilà. Nous verrons donc ceci à l'utilisation. Piloté soit par moi pour les premières vidéos, soit directement par tonton Luffy. Tout à fait normal, c'est son véhicule, on a l'opportunité, on roule ensemble, donc c'est pas comme si c'était à distance, c'est que pour vous faire la vidéo d'essai, je suis obligé de le rouler moi-même. J'aime bien ce qu'ils ont fait là, mine de rien, c'est pas mal. Le seul pic, c'est le prix. Le prix vraiment picote. 420 balles pour du full plastique. Donc le prix d'un buggy 1.8. Est-ce que j'ai un buggy 1.8 ici Non. On a le Yeti qui est un petit peu plus gros. Après on compare pas puisque ça c'est un véhicule à pompe. Tu vois. Là c'est encore pire puisqu'on est en 3S avec un 3660. On est quand même un peu plus léger. Bah si, ah voilà, je l'ai là. Regarde, il était caché là. Nous avons ici le JQ The Car. Heureusement que le mec en fait il s'appelait pas Pierre. Pardon. Si Pierre ou Paul. Parce que ça ferait PQ The Car. Hop, regarde. Ça a exactement la dimension d'un Arrma Typhon. Les triangles sont un peu plus longs, donc on est un peu plus large. Ça se compense par des roues à déport. Ils auraient pu aussi fabriquer le buggy avec... en fait, voilà, oui. J'y ai pas pensé tout de suite, mais Arrma Outcast. Ça vaut 420 balles. L'Arrma Outcast, il vaut 480-500 balles. Arrma Outcast, c'est un Typhon avec des bras de truggy. Donc on a cette largeur là, même un poil plus. On a cette longueur là. On a par contre un combo 6S et on est un 8e avec 3 diffs bien lourds, bien solides. Transmission qui encaisse évidemment beaucoup mieux que ça. Là, elle encaissera parce qu'ils ont sous-dimensionné le moteur et la puissance à bord. Et voilà, donc ça me laisse perplexe. Cette gamme de véhicules me laisse vraiment perplexe. Je ne comprends pas le choix d'avoir rajouté ça à la gamme de véhicules Arrma. Vraiment pas utile. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont fait ça parce que Traxxas fait le max et que Arrma, bien sûr, ils ont raison, je ferai la même chose. Vous savez combien je suis taquin. Ils s'amusent en ce moment à aligner tous les véhicules Traxxas avec des engins mieux, hein, on ne peut pas dire autrement. Je ne sais pas encore si ça c'est mieux qu'un Max, puisque j'ai pas de Max et je ne pense pas en avoir parce que le prix, 650 € pour un engin de cette taille,
Non, si un abonné en achète un, il le fait passer par là parce qu'il le veut absolument, ou si une boutique veut bien nous en prêter un, je veux bien le faire, mais sinon non. Pour moi, le choix se portera clairement sur celui-là entre les deux. Niveau solidité, je ne suis pas inquiet du tout vu la construction du machin et le poids. Voilà, mais le choix de cette catégorie de véhicules reste étrange un peu pour moi, puisqu'on peut faire un buggy avec des roues à déport, on peut prendre un Arrma Outcast qui est à peine plus cher. Hein. À ce sujet-là, d'ailleurs, j'ai un paquet d'abos, c'est une vidéo Arrma, donc on va placer ça là-dessus. J'ai plusieurs abos qui se sont décidés à vendre leur Kraton V3, V4 ou autre véhicule Arrma. Donc ceux qui en cherchent, n'hésitez pas dans les coms de la vidéo, de toutes les dernières vidéos d'ailleurs, tous les jours quand je mets une vidéo en ligne, si vous cherchez quelque chose, écrivez-le. Dites voilà, moi je cherche ça et ça, mon budget est tant et tant, et ensuite ces gens-là pourront vous contacter. Ou les gens qui font les annonces, n'hésitez pas, vous me prévenez. J'ai besoin de le savoir pour valider le commentaire. Vous me mettez le lien, si vous avez fait une annonce sur n'importe quel site, hein, c'est égal, vous mettez le lien. Et comme ça, moi, je balance le lien dans les commentaires et ceux qui cherchent du matériel pourront chercher en dessous aussi. Après, vous vous débrouillez entre vous. C'est à vous de voir si vous voulez passer par la case manie ou pas. Évidemment, la case manie implique des coûts supplémentaires d'envoi, puisque le véhicule fait un trajet en plus. Au lieu d'aller de A à B, il passe de A à C pour revenir à B. Mais si vous n'êtes pas sûr... voilà, si vous dites, voilà, je ne suis pas un super mécano, je préfère que la voiture soit checkée avant que quelqu'un l'ait, ou si celui qui reçoit l'engin préfère qu'il soit checké. Si besoin, évidemment, on check les photos, les vidéos ensemble, vite fait. Il y a des engins, j'ai des abonnés qui m'ont proposé de m'envoyer les engins avant de les vendre. L'engin était comme le Summit, ce Summit était neuf, il n'avait aucunement besoin de passer par la case ici, chez moi. Mais évidemment, ça me fait toujours faire plaisir de poêter à toute taille, tout type de pneus. Après, c'est le temps qui commence à manquer, les mecs. Là, j'ai aidé plein d'abos à vendre leurs véhicules ou à trouver des véhicules, mais le temps commence à me manquer, les mecs, ça devient juste. Et vous l'avez vu déjà, 3 jours sans vidéo, à un moment, c'était plus possible. Et ça s'est pas amélioré, puisque j'ai agrandi l'atelier pour gagner de la place. Figurez-vous que eh ben, ça s'est rempli de l'autre côté nouveau. Salut les mecs. Et ceux qui en ont, vous écrivez. Ceux qui n'en ont pas, vous avez aussi le droit d'écrire évidemment. En tapant sur la carrosserie, il m'est venu une chose. Là-dedans, il me manque l'arceau central. Ça, c'est dommage. Parce que regarde, avec cette construction, il est très facile de rajouter un arceau central sous cette carrosserie. Une simple barre en U, ici, en plastique, flexible. Une lame, tu vois, 2-3 mm d'épaisseur, serait super bienvenue pour protéger le toit de cette carrosserie. Tu vois, pour éviter de la déchirer, de la fendre, même si c'est flexible. Le fait d'avoir quelque chose sous le toit, ici, ça multiplierait par 10 la durée de vie de cette carrosserie. Évidemment, si tu contactes Mani, tu peux avoir une carreau incassable. Et j'ai vu la petite pub au passage. Discret. Salut les mecs.